BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle ? François Sorel. C'est le retour de quoi je me mêle sur 01 TV et bien sûr sur BFM Business le dimanche matin à la radio, à la télé. On est très heureux de passer ce moment en votre compagnie. De quoi je me mêle, votre rendez-vous tech du week-end avec Raphaël Grabli, journaliste à BFM Tech, et Frédéric Bianchi qui officie à BFM Business. Frédéric, on va commenter peut-être pour repartir bien ce chiffre tous anti-Covid atteint enfin la barre des 10 millions d'utilisateurs actifs. Elle a légèrement dépassé, je crois qu'on a 10 millions 600 000 utilisateurs actifs. Voilà, c'est une sacrée revanche quand même, puisque voilà, c'est une appli qui a été beaucoup décriée lorsqu'elle était sortie il y a un an, quasiment. C'est une réussite, on peut le dire, aujourd'hui. Oui, alors c'est une réussite parce que la promesse initiale n'a quand même pas été tenue. La promesse initiale, c'était une application de traçage qui permettait de voir si vous étiez à proximité de quelqu'un pouvant être potentiellement contaminé par le virus du Covid. Donc cette promesse-là, elle est quand même pas tenue. J'ai plus de statistiques récentes sur le nombre d'alertes. On est à 200 000. Bon, 200 000 alertes sur... Donc 200 000, ça veut dire que 200 000 personnes ont reçu des notifications qui leur ont signalé qu'ils ont été en contact probable, en tout cas potentiel. Mais ils sont considérés comme cas contact selon l'assurance maladie. Donc voilà, il y a eu 200 000 cas contacts notifiés par Tous Anti-Covid pour, je crois, on peut regarder tout de suite d'ailleurs, mais c'est 300 000 personnes qui se sont déclarées positives. Donc c'est-à-dire qu'on est encore à un stade où un malade a moins d'un cas contact, ce qui dans la réalité évidemment on a plus d'un cas contact en général, donc ça montre que voilà, c'est pas encore optimal. Il y a beaucoup plus de notifs par exemple, il y a à peu près le même nombre de téléchargements au Royaume-Uni ou en Allemagne, mais pour le Royaume-Uni, par exemple, il y avait beaucoup plus de notifications, peut-être 3 ou 4 fois plus, ce qui pose une question, moi je trouve, c'est technique. Complètement technique. Voilà. Est-ce que ça a été vraiment pertinent de ne pas utiliser la solution Apple-Google qui justement... On se souvient, Raphaël, quand on avait évoqué ce sujet à son tout début, ce choix technologique donc souverain de prendre une technologie française qui visiblement n'avait pas un bon appairage entre les iPhones, les iPhones et les téléphones Android. Il y a des problèmes de connexion et de communication entre différents smartphones. On peut se dire si vraiment on n'est pas passé à côté de centaines de milliers de potentiels. La question, c'est en fait, il y a eu un choix qui n'a pas été technique, qui a officiellement été technique, mais qui a surtout été politique. C'était un choix d'utiliser une technologie souveraine. C'est le choix qui n'a pas été fait par nos voisins européens. Et c'est vrai qu'on se dit, quand on a Apple et Google qui se mettent ensemble pour faire un système pour, entre guillemets, hacker la fonction Bluetooth pour que ça fonctionne bien, est-ce qu'on n'a quand même pas intérêt à leur laisser la main voilà. Mais il ne pas avoir la prétention de faire mieux mais nous, on a notre point de vue autour de la table, on est geek, c'est vrai que politiquement, c'est pas non plus évident, parce que c'est des boîtes américaines. Bien sûr. Oui, après, la question est de savoir, est-ce que ces applications, même celles qui utilisaient les technologies Apple-Google, ont été une arme efficace dans la lutte contre la pandémie? J'en suis pas certain. Si on voit les chiffres de contamination en Grande-Bretagne, en Allemagne, les mortalités, est-ce qu'elles ont servi à... Est-ce que cet usage-là a eu un quelconque impact? Moi, je ne suis pas certain. La technologie, en tout cas, on n'a pas optimisé parce qu'évidemment, on aurait pu imaginer des applications qui nous tracent, qui savent pertinemment où on est en temps réel, qui savent qu'on est en contact avec une personne. Bon, on n'a pas voulu pour des questions de sécurité, de vie privée. On a choisi une application à minima et là-dessus, elle n'a pas fonctionné. En revanche, si ça décolle depuis quelques mois, c'est parce que c'est le pass sanitaire. C'est aujourd'hui... c'est d'abord l'attestation. Oui, d'abord les attestations. En gros, tout l'univers un peu carnet de santé, finalement. C'est le carnet de santé dans sa poche. On télécharge les attestations pour pouvoir sortir quand il y avait le couvre-feu. Aujourd'hui, on retélécharge. Moi, l'application que j'utilisais depuis des mois, je l'ai retéléchargée pour le pass sanitaire. Quand je me suis vacciné pour scanner le QR code. Voilà, aujourd'hui, on s'en sert pour ça. On l'utilisera pour le montrer en tant que pass sanitaire. Mais ça reste... Ce qui n'arrivera pas tous les jours non plus. Voilà, ce qui sera sauf très, si on va à des concerts tous les jours, ou en boîte de nuit tous les jours. Pas pour justement, le pass sanitaire n'est pas utilisé au quotidien. Donc elle n'aura pas servi dans la lutte contre l'épidémie, à mon sens. Après, je ne sais pas, peut-être qu'en Grande-Bretagne, il y aurait eu plus en Grande-Bretagne, justement, j'ai rouvert... il y avait une étude d'Oxford qui est sortie quand même en février, et qui a quand même estimé, donc, il y avait eu 21 millions de téléchargements. Donc aujourd'hui, on est à 20 millions. Et il y a eu 1,7 million de notifications. Aujourd'hui, on est au même nombre et on est à 200 000. Donc ça montre, à niveau égal de téléchargement, parce qu'on parle d'utilisateurs actifs, mais il y a eu 20 millions de téléchargements, 200 000 notifs en France,
1,7 million au Royaume-Uni où ils utilisent Apple Google. Alors, c'est vrai qu'il y a eu une flambée des contaminations au Royaume-Uni. Rappelons qu'à un moment, le Royaume-Uni en janvier, le Royaume-uni et ils expliquaient, il y a eu beaucoup plus de morts d'ailleurs. Au Royaume-Uni, au final, il y a eu plus de morts qu'en France. Mais malgré tout, non, mais ce que disait l'université d'Oxford, c'était de dire quand même que ça aurait évité 600 000 infections. L'appli de traçage britannique, 600 000 infections, ce qui veut dire quand même des centaines de vies sauvées. Donc en France, avec 200 000, c'est moins bien, mais il y a eu il y a eu des réanimations d'éviter et il y a eu des vies sauvées quand même. Alors après, il y a une critique peut-être sur la technique employée, c'est vrai. Mais par contre, il y a la réussite sur ce qu'on dit, sur le fait d'avoir popularisé cette... Alors j'appelle ça app couteau suisse. François, toi, tu dis super app. C'est devenu une super app. C'est clair qu'il y a plusieurs usages. Après, ça va être intéressant de voir parce que pas mal de boîtes de pendant ont été ouvertes malgré tout avec cette application. Ce QR code qui nous autorise à rentrer dans des endroits, à voyager bientôt. Oui, alors après, c'est indépendant de l'application finalement. C'est pratique de le mettre sur l'appli, mais après, ça reste un bout de papier. Oui, bien sûr, exactement. Alors après, on a beaucoup critiqué le gouvernement pour sa communication numérique. L'application est bien faite quand même, il faut le dire. Elle est claire, elle est simple, elle est relativement facile d'utilisation. Elle s'est améliorée avec le temps, évidemment. Elle a coûté cher, quand même, plusieurs dizaines de millions d'euros, il me semble. Non, pas plusieurs dizaines. Plusieurs millions d'euros. Plusieurs millions, je crois que c'est 4 millions d'euros. 4 millions seulement 7, en fait, avec la com compris. Avec la com peut-être. C'était il y a 2-3 mois. Après, 7 millions d'euros dans les dépenses qui ont été engagées ces 15 derniers mois. Oui, et puis surtout, si ça a évité X dizaines de réanimations, un coût de la réanimation par jour. Évidemment, ça valait le coup. Mais l'application était bien. C'est vrai qu'on a dit, le gouvernement, il ne sait pas communiquer, il ne sait pas faire tout ça, c'est pas clair. Bon, là, c'est un produit qui était plutôt de qualité. J'aimerais bien rendre hommage d'ailleurs à une boîte qui s'appelle Lunabi Studio. Alors, je crois qu'ils sont à Annecy, qui a créé l'application. Et d'ailleurs, ils m'ont communiqué, donc je les ai eu au téléphone, donc ils m'ont communiqué ce chiffre justement de 10 millions d'utilisateurs actifs. Et justement, ils m'ont expliqué un peu quels étaient les usages, parce qu'ils ont quand même quelques données anonymisées, mais sur les usages. Effectivement, le principal usage, ça a été l'attestation, les infos. Il y a beaucoup d'infos, c'est plutôt bien fait. Et après, notamment, par exemple, il y a les QR codes aussi qui démarrent. Voilà. Légion d'honneur pour le Nabi. On enchaîne avec le vote électronique. Bien sûr, un sujet qui ressort régulièrement à chaque échéance électorale. Sauf qu'avec cette abstention record qu'on a eue, forcément, le sujet revient sur la table. Le vote électronique, pour, contre. Alors, on va évoquer le sujet rapidement, mais ce qui est intéressant, c'est un petit peu les réactions, on va dire, de spécialistes, et notamment de Stéphane Richard, qui est quand même le patron d'Orange. Voilà, Orange, c'est un opérateur télécom. Ils sont aussi dans la cybersécurité. Ils font plein de choses. Et qui a tweeté cette semaine en disant: face à l'abstention massive, un chantier urgent s'impose, la modernisation du vote, vote par correspondance, vote électronique sécurisé. Notre démocratie doit s'adapter à nos vies aujourd'hui en restant irréprochable. Et il évoque donc un système de vote via la blockchain. Alors, c'est un sujet complexe, le vote électronique. On n'a pas véritablement encore trouvé la solution. Qu'est-ce que vous en pensez ? À quoi vous fait comment réagissez-vous face à ce tweet de Stéphane Richard ? Est-ce que déjà c'est un tweet, on va dire un peu calculé, dans le sens où peut-être qu'Orange est en train de préparer une offre de vote par correspondance. Ils ont développé des systèmes de vote par la blockchain Orange. Voilà. Et où est-ce que Stéphane Richard prend un peu prend un peu d'altitude et passe au-dessus de tout ça ? Je pense qu'il y a un peu des deux. Je pense que Stéphane Richard, qui a fait une partie de sa carrière politique, il est concerné par cette abstention. Et je pense que chez Orange, effectivement, ils ont développé des solutions. Enfin, en tout cas, ils travaillent sur des projets de solutions. Moi, je me suis aperçu que c'était un sujet quand même particulièrement clivant. Depuis 3-4 jours, on le voit sur les réseaux sociaux, le Parti Pirate, il y a plein comme ça de porte-voix de gens qui sont très farouchement opposés au vote électronique. D'autres qui disent essayons, et puis si ça ne fonctionne pas, on le retirera. Je crois que c'est les Pays-Bas qui ont tenté une expérience qui n'a pas été concluante, ils ont abandonné. Moi, personnellement, n'étant pas un spécialiste de la technique, notamment des questions de sécurité, j'aurais du mal à me prononcer. Moi, je serais d'avis d'essayer. Pourquoi pas ? C'est vrai qu'aujourd'hui, pour aller toucher un public jeune qui n'a jamais beaucoup voté quand même, même avant, quand il y avait moins d'abstention, il ne votait pas beaucoup plus.
Mais est-ce qu'on ne pourrait pas mettre en place des outils, alors le vote électronique ou le vote par correspondance, même si c'est difficile à gérer, même si on a vu les difficultés lors des élections aux États-Unis, que ça a été compliqué, remis en cause avec. Ça a été remis en cause par Trump, hein. Je veux dire, après, ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de fraude avérée. Non, il n'y a pas eu de fraude avérée, mais ça peut créer de la suspicion auprait de certains qui sont suspicieux. Oui, mais il y en aura beaucoup plus de suspicion avec un vote en ligne sur Internet. Voilà. Parce que là, on vote dans une boîte noire. En fait, c'est la différence. C'est-à-dire que normalement, l'essence du vote, c'est de voter dans une boîte transparente. C'est-à-dire qu'on voit littéralement, c'est ce que disait d'ailleurs très bien, je crois, Tristan Nitto l'autre jour sur BFM Business dans Tech & Co. Ce qui est important, c'est de voter dans une boîte transparente. On voit que son enveloppe est mise dans la boîte, dans l'urne. Et sur le vote par Internet, c'est une boîte noire. C'est-à-dire qu'on ne verrait jamais, c'est-à-dire que pour l'utilisateur, l'électeur utilisateur, on vote et on ne sait pas ce que ça devient. Et je trouve que ça pose un problème. Il y a des problèmes de sécurité qui sont authentiques parce que les urnes électroniques, il y en a quelques-unes en France, c'est 1 million d'électeurs au total. Elles ne sont pas connectées à Internet. Donc finalement, c'est des machines qui, pour aller les pirater, il faudrait aller pirater chaque bureau de vote. Donc finalement, ce n'est pas tellement plus simple que de faire du bourrage d'urnes à l'ancienne, j'ai envie de dire. Alors que si on avait un vote par Internet, ça veut dire que des hackers à distance pourraient venir perturber le scrutin. Ça veut dire des hackers partout dans le monde. C'est-à-dire, ça veut dire pirater les données, peut-être influer sur le vote, peut-être simplement faire une bonne grosse attaque par déni de service le jour du vote. Pour mettre la pagaille. Voilà. Donc, et puis, évidemment, après, il y a toutes les questions inhérentes à l'aspect psychologique du vote. Je veux dire, c'est important aussi. C'est un moment qui est sacralisé. Et encore une fois, techniquement, ce problème à la fois d'anonymat et de transparence, et les deux sont étroitement liés, sont indispensables. Techniquement, personne ne l'a résolu. Et puis, encore une fois, après, il y a la confiance qu'ont les gens dans le vote. Et on peut parler de Trump, on peut parler de certains complotistes qui pensent que les votes seraient trafiqués. Mais je trouve qu'il n'y a pas forcément aller jusqu'au fait d'être complotiste. On peut simplement s'interroger sur la confiance et la défiance que pourrait instaurer ce vote par Internet. C'est-à-dire, c'est pas être complotiste, simplement de dire voter sur mon téléphone, j'ai moins confiance. Voilà, tout simplement, sans me dire qu'il y a une manipulation, sans aller dans les extrêmes qu'on a vus aux États-Unis. Je trouve que ça pose aussi un autre problème démocratique. C'est clair, mais c'est vrai que ça vaudrait le coup d'essayer de réfléchir à ce problème-là. En fait, je pense parce que finalement, aujourd'hui, en 2021, tout est digitalisé. Notre vie, elle est totalement numérique aujourd'hui. C'est dingue qu'on n'ait pas encore réfléchi. Enfin, est-ce qu'il y a des réflexions poussées sur ce sujet-là ? Il y en a quand même depuis des années. Je veux dire, on est maintenant 20 ans après la vraie démocratisation d'Internet. Oui. Je ne connais pas de grands mais la blockchain, pays. par exemple, ce qu'évoque Stéphane Richard, alors ça réglera pas tous les problèmes, parce que c'est un mot un peu, la blockchain, ça parle pas. Ça parle pas aux gens. Après, c'est le processus interne, la blockchain. Les gens, même si c'est mis en place, les gens ne sauraient pas que c'est de la blockchain. Mais le problème, c'est même si on utilise la blockchain pour certifier le vote, ça d'accord, il y a pas de problème. Mais après, on montre quoi aux gens ? C'est ça le problème. C'est sur l'application, qu'est-ce qu'on montre aux gens ? Et si on vote sur une application, comment est-ce que je contrôle que mon bulletin de vote est comptabilisé ? Et ça, sur une application, c'est juste pas possible. Enfin, je vois pas comment c'est possible. Peut-être qu'il manque une information, mais c'est-à-dire que je pense que sur une application, on pourrait très bien avoir le nom des représentants et pouvoir voter pour celui qu'on estime comme son favori. Le seul problème, c'est que comment peut-on être sûr que c'est nous qui faisons cet acte avec la personne qui est identifiée sur l'application. C'est ça le problème. Et quand bien même c'est nous, qu'est-ce qui ne va pas vous dire ? Parce que l'isoloir, c'est important. Si on est chacun chez soi ou on vote dans un bar, il est où l'isoloir ? Donc ça veut dire que je vais voter, je sais pas, je voulais voter un tel, puis finalement je vais être en train de dîner ou je vais être en train de déjeuner avec des copains. C'est notre responsabilité, Raphaël. Oui, non mais d'accord, faut pas exagérer. Je veux dire, on a tous plus ou moins un cerveau. C'est sûr qu'il y aura toujours. Mais c'est pas une question d'intelligence, c'est une question aussi d'influence. Je veux dire, on est un dimanche, c'est jour de scrutin, on est à un déjeuner de famille, on se dit allez, on vote tous. On va peut-être pas voter de la même façon de ce qu'on aurait voté dans l'isoloir. Je suis désolé, c'est pas une question, je trouve, c'est pas forcément une question d'intelligence, c'est une question de pression. On n'est pas obligé de montrer son smartphone à tout le monde. Mais je veux dire, c'est quand même aussi un objet assez intime, le smartphone. En fait, la question inhérente, c'est tout ça pourquoi ?
C'est ça. Oui, voilà, c'est ça. Est-ce que ça attirera plus de monde au vote ? On voit lors des élections nationales à la présidentielle, l'abstention, elle est très faible. En 2017, le taux de participation a été très fort. Parce que les enjeux sont plus élevés aussi. Oui, mais parce que ça les intéresse. Là, le problème, c'est que ça les intéresse pas. Est-ce qu'on aurait eu une application pour voter dimanche lors des régionales et départementales ? Est-ce qu'on aurait eu un taux de participation beaucoup plus fort ? Moi, j'en suis pas certain du tout. Et se grefferait en plus la question, comme le dit Raphaël, de la confiance. Il y a une telle défiance aujourd'hui par rapport aux institutions, par rapport aux politiques, par rapport aux technologies même, que rajouter ça dans un processus démocratique, je ne suis pas certain que ça pousserait les gens à voter et que ça entraînerait pas plus de problèmes que ça n'apporterait de réponses. D'ailleurs, le gouvernement se garde bien d'avoir un avis là-dessus. Oui, il se garde bien d'avoir un avis là-dessus. Je serais curieux d'avoir l'avis de Cédrico. Je ne sais pas s'il s'est exprimé là-dessus. J'ai l'impression que lui demander. Voilà, il n'y a pas beaucoup de réflexion sur ce sujet. Non, mais après voilà, c'est pas anodin qu'aucun grand pays, j'aime pas dire grand pays parce qu'il n'y a pas de petit pays, mais aucune grande démocratie en nombre, ne serait-ce qu'en nombre d'habitants, n'a instauré ce système. Et pourtant, même pas l'Estonie fait pas un truc comme ça. Oui, alors l'Estonie, la population, c'est quelques millions. Enfin, cela dit, ça peut être un labo intéressant. Oui. Et alors non, mais là, j'incite ceux qui nous regardent à aller vérifier parce que je suis pas sûr à 100% de ce que je dis, mais je crois que la participation en Estonie n'est pas du tout aussi forte. N'est pas du tout. Et je crois que même pour la présidentielle, c'est moins important qu'en France. Donc c'est pas un remède à coup sûr, c'est pas une antidote contre l'abstention. Bon, en tout cas, c'est vrai que c'est un sujet très complexe. Sujet peut-être un petit peu plus léger, c'est Twitter qui propose des options payantes maintenant, Raphaël et Frédéric. Alors c'est pas en France, je crois que c'est aux US et au Canada. Et pour certains, on va dire, comptes qui ont plus de 10 000 followers, je crois bien, on peut payer un petit abonnement pour avoir des privilèges en quelque sorte, Frédéric ? Oui, c'est ça, oui. Donc il lance 2 services payants. Donc il les teste aux États-Unis. D'abord, c'est les super follows. Vous êtes abonné Twitter, vous avez plus de 10 000 followers. Eh bien, vous pouvez lancer des abonnements, je crois, qui sont entre 2, 3, 4 dollars par mois. Je crois que ça monte jusqu'à 10 même. Jusqu'à 10, donc c'est pas rien quand même. Il faut être fan de la personne que vous suivez. Mais un abonnement supplémentaire. Voilà, un abonnement supplémentaire pour suivre le tweeto de son cœur. En contrepartie, évidemment, c'est pas pour accéder à ces tweets auxquels vous avez déjà accès. Il y aurait du contenu exclusif, voilà. Donc c'est un peu du tweet. Ça serait des tweets premium. Voilà, du super tweet, des petites confidences. Je sais pas, vous suivez un influenceur, il va vous faire entrer dans les coulisses d'un défilé de mode ou je ne sais quoi. Voilà. Donc ça peut être pas mal, notamment en ce moment, il y a beaucoup de scientifiques. Beaucoup d'explications scientifiques, ça peut être pas mal d'avoir des scientifiques qui expliquent. D'avoir accès à des études, à expliquer. S'ils restent en gratuit que les complotistes et les fake news sur Twitter. Alors, je pense qu'il y en a encore plus qui seront prêts à payer pour les complotistes, malheureusement. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc ça. C'est une première étape. Moi, personnellement, je n'y crois pas trop. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, gratuitement, on a accès à beaucoup de choses. Est-ce que des gens seront prêts à payer des abonnements, puis s'engager pour du contenu ? Voilà, il faudrait vraiment être... Alors, peut-être quelques artistes, éventuellement, des grandes stars, peut-être. Voilà. Sinon, j'y crois modérément. L'autre, c'est Ticketed Spaces. On va y arriver. Je vais le dire, mais tu le diras aussi. Ticketed Spaces, donc, qui est... Là, ce serait de l'achat à l'unité pour avoir du contenu exclusif audio, partager un podcast, une émission, une chanson, le nouveau morceau de tel groupe qu'on aime bien, voilà. Ou une conversation un peu, on va dire, un peu premium. Un podcast payant, en fait, c'est le concurrent des podcasts payants d'Apple, finalement. Auquel on pourrait participer ou pas ? C'est-à-dire que on écouterait simplement quelque chose ou on pourrait participer, tout comme dans Clubhouse, à une discussion ? Alors, je pense que le créateur pourrait choisir, à mon avis, le propriétaire du compte pourrait choisir. Soit il fait. Alors, c'est vrai que le Spaces, c'est la copie de Clubhouse, il faut le rappeler. Donc c'est vrai que Spaces, c'est tout le monde peut parler. Enfin, tout le monde peut parler. Ceux qui sont invités à parler, à monter sur scène, entre guillemets, peuvent parler. Donc il peut très bien y avoir les 2 formats. C'est-à-dire que soit on se dit que c'est une discussion, voire un podcast seul. Soit on se dit que c'est interactif et ce sera payant. Mais ce qui est vrai, à mon avis, le format justement payant, c'est intéressant si on peut participer. Parce que justement, encore une fois, je reprends l'exemple d'un scientifique, mais parce que c'est une expertise, mais ça peut être d'ailleurs dans la tech, peut-être avec un expert en tech, faire toutes les questions que vous vous posez sur tel sujet, et on paye quelques euros pour avoir le droit de poser des questions à un spécialiste. Ou alors comment démonter son téléphone, exactement. Peut-être accéder à un suivi particulier, un coaching. Mais moi, je
trouve ça intéressant. C'est que de l'audio, hein. C'est que de l'audio. Oui, pour l'instant. Mais alors, je suis pas forcément très optimiste non plus. N'empêche que je trouve que c'est bien que Twitter fasse ça, parce que je trouve qu'en ce moment, tout ce qui permet d'essayer de rentabiliser quelque chose sans passer par la pub est bon à prendre. Bien sûr. Voilà. Il y a une telle dépendance, je dis pas qu'il faut pas qu'il y ait de la pub en ligne, c'est très important. Enfin, mais qu'il y a un rééquilibrage. Mais que ça se rééquilibre, il y a quand même une surdépendance sur la pub en ligne, et il y a un rééquilibrage qui est en train d'essayer de se faire. Et je trouve que finalement, avoir des services payants sans pub, je trouve que c'est intéressant, ça peut donner d'autres idées. En tout cas, je trouve ça très très bien que Twitter avance là-dedans. Oui, parce que Twitter le fait pour des raisons aussi économiques et financières. Ils vivent je sais que la part du chiffre d'affaires de la publicité est 80. Ils sont pas très bons plus sur de la pub 90%. C'est ça le problème. Sur la pub, les liens sponsorisés, ils sont moins bons évidemment que Facebook et les autres. Après, ça arrive peut-être un petit peu tard. Ça, ce sont des services qui auraient pu être intéressants lors de la pandémie et qui auraient pu, les ticketed sales par exemple, pour des entreprises qui font des conférences, pour l'événementiel, des choses comme ça, quand on n'a pas pu se réunir, eh bien, avoir ce service-là, clé en main, fourni par Twitter, serait pu être intéressant. Là, ça arrive à un moment où on a envie de sortir et on n'a pas forcément envie d'écouter sa conférence chez soi avec son casque sur les oreilles. Moi, ce qui m'a interpellé, c'est les prix de Ticketed Spaces. Donc, ça peut aller de quelques dollars à $1,000. Oui, mais là, moi, je me dis, ce qui peut être pas mal, notamment pour des. Je vais avoir une petite discussion avec Rihanna. Exact. Non, mais c'est ça. Mais voir carrément pour des œuvres. Non, mais bon. Je pense notamment à des œuvres peut-être caritatives, c'est-à-dire permettre une discussion. Allez, on prend 10 personnes. Qui vont avoir le droit de discuter avec telle personnalité, ou alors tout simplement de faire $1,000 pour discuter avec je sais pas moi, non mais il y a le Lequin sur l'IA, un spécialiste, enfin, je veux dire, ça peut être très intéressant aussi. Ça peut être aussi un nouveau business pour les influenceurs. Et pour les influenceurs, effectivement, donc c'est très bien. Voilà. Après, j'espère juste que nous, les journalistes, on n'aura pas à payer pour poser des questions maintenant, pour faire une interview, sinon ça va un peu compliquer notre modèle économique. Oui, déjà que c'est pas facile. Justement, Facebook. Alors, est-ce qu'on peut faire l'analogie entre ce ticketing Spaces de Twitter et le Clubhouse là que Facebook va sortir? Le live audio rooms, voilà, on en parlait, c'est un petit peu confluent de tout ce qu'on a dit depuis le début sur les situations de monopole, les GAFA qui copient ce que font les autres, et l'émergence un petit peu de ces conférences en ligne podcast. Oui, Facebook, on sait, dès qu'il y a un service qui arrive, ils l'imitent, ils le refont. Donc là, c'est Live Audio Rooms qui devrait être lancé. Alors, j'ai pas vu de date peut-être d'ici la fin de l'année. Donc, c'est un Clubhouse-like, made in Facebook, où on pourra accéder à des chatrooms audio. On pourra participer sur invitation. Il y aura un système d'étoiles. Alors, ce sera en partie payant, je crois, pour pouvoir. Il y aura un système de pack à acheter pour pouvoir entrer en communication avec les conférenciers. Donc voilà, on va voir si ça va prendre. Après, ce sont des services qui existent aujourd'hui, qui ont quand même bénéficié de ce contexte très particulier de confinement, de pandémie. On le voit depuis que ça réouvre, eh bien, ils ont un peu moins le vent en poupe. On va moins sur Zoom, on va moins sur Clubhouse depuis quelques semaines, quelques mois. On a de le faire en terrasse, quoi. Voilà, on préfère aller. Et puis quand on est en terrasse, on se fait un Clubhouse réel avec des gens qui sont à côté. C'est ça le truc. Avec tout le monde a le droit de parler. Avec de quoi boire en plus, alors que Clubhouse ne fournit pas les boissons. Non, donc voilà, donc il y a quand même ce petit avantage-là de retourner dans le monde réel. Après, ces services-là, ils se sont imposés, ils disparaîtront pas, parce que c'est vrai qu'on aura toujours besoin de Zoom, on va faire de plus en plus de télétravail. Ce système-là de podcast en direct, c'est ça Clubhouse, ça a plu, ça a fonctionné, ça continuera, mais ce sera peut-être moins central que ça l'a été ces derniers mois. Et Facebook arrive peut-être un petit peu tard aussi. On voit Facebook quand même, quand ils copient, ils mettent du temps. On se rappelle le site de rencontre, est-ce qu'il est lancé, est-ce qu'il n'est pas lancé. Ils mettent du temps quand même à développer. Ils sont assez lents chez Facebook, je trouve, finalement. Et ce service-là, ils auraient dû le lancer il y a 6 mois au moins. C'est clair. On va terminer, il nous reste 2 minutes, Raphaël, sur ce mariage entre 2 géants de la téléphonie mobile chinoise. D'un côté, OnePlus, qui rentre un peu dans le rang, si je puis dire, et qui, en fait, fusionne avec Oppo. On peut dire ça comme ça. Oui, alors OnePlus a toujours été plus ou moins lié à Oppo. Là, ça fait quand même. Mais garder un petit peu sa personnalité. Oui, alors moi, je trouve que OnePlus est un peu mort, entre guillemets, même si leurs téléphones sont toujours bons. Mais l'âme de OnePlus, pour moi, est partie depuis quelques mois.
parce qu'on a des modèles qui sortent, on a plein de modèles qui sortent maintenant, et OnePlus c'est un peu normalisé, je trouve. On n'avait plus cet esprit un peu particulier de OnePlus. Alors, ce qui fait encore le succès de OnePlus, c'est son système d'exploitation, OxygenOS, qui est l'un des meilleurs sur Android. On sait qu'entretenir un système d'exploitation, développer un système d'exploitation, basé évidemment, c'est Android, mais même une surcouche, ça mobilise beaucoup de moyens. Est-ce que OnePlus et donc Oppo va encore avoir intérêt à le faire ? On a vu, ça a notamment fuité en ligne sur une note pour les spécialistes de la communication de OnePlus de ne pas communiquer sur l'avenir d'OxygenOS. Et c'est vrai que pour moi, OnePlus a perdu un peu son esprit. Ça reste des super téléphones. Par contre, s'ils migrent sous l'OS d'Oppo, là, je vois plus tellement l'intérêt. OnePlus, pour moi, ce sera terminé. Après, Pete Lowe, donc le cofondateur de OnePlus, va lui prendre du galon chez Oppo. Donc, soit il va continuer à un peu prendre soin de OnePlus, soit il rentre dans le rang. Mais à ce moment-là, peut-être qu'on aura une inspiration qui viendra chez Oppo. Mais bon, Oppo, c'est tellement un mastodonte que ce sera parce que Oppo, c'est aussi Vivo, c'est Realme. Alors, il y a un espèce de groupe. Alors, c'est jamais très. Comment ça s'appelle ? BKK, BBK Oui, BBK. C'est ça. Mais c'est un groupe, capitalistiquement, on ne sait jamais trop. C'est-à-dire que OnePlus a toujours dit non, on n'est pas dans le même groupe. Mais enfin, on savait aussi qu'ils avaient quand même les lignes de prod en commun. Donc là, ils se rapprochent, mais c'est quand même assez logique. Donc, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que OnePlus ne va pas disparaître dans les prochains mois ? Sans doute. Tout simplement. Fred, sujet qui t'inspire, ça, ou on conclut là ? Non, OnePlus, moi je me souviens, c'était la simplicité, c'était le téléphone super simple, quoi. Bien sûr. Voilà, c'était c'était une marque aussi qui était très engagée auprès de sa communauté. Hein. Oui. Il y avait, C'était l'iPhone d'Android. Quoi. C'est ça, tout à fait. C'était le produit haut de gamme simple. Voilà, et c'est vrai que s'il perd cette spécificité-là, il n'existe plus. Ils ont acquis une image et des fans. Vraiment, ils ont construit une très 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 jolie marque avec un univers un peu particulier. Et c'est vrai que je trouve ça un petit peu dommage. Messieurs, merci, c'était passionnant tout ça. Hein. Voilà, le débrief. Correction, l'Unabi, ils sont à Chambéry, pas à Annecy. Voilà. Ah voilà, Chambéry. Savoie et pas Je savais que c'était attention, la rivalité. Précision importante, sans doute la plus importante de toutes. S'il y a une chose à retenir de cette émission, c'est ça. C'est bien ça. Merci à tous les deux. Merci Frédéric Bianchi. Merci à toi. De BFM Business et BFM Tech avec Raphaël Grabli. Ce de quoi je me mêle est terminé, les amis. On sera là la semaine prochaine, bien sûr. D'ici là, portez-vous bien. Bon week-end à vous toutes et à vous tous. Et merci de nous suivre à la fois sur 01 TV, sur BFM Business. À bientôt. De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV.